Sur le plan financier, on a, je vous écoute attentivement, j'ai l'impression d'une telle opacité, il y a énormément de moyens de contourner les obstacles et de se glisser dans les facilités accordées par certaines banques. Est-ce qu'on a au moins les outils légaux? Les outils légaux existent. Le groupe d'action financière, qui dépend de l'OCDE, qui est un groupe intergouvernemental, élabore des recommandations. Le problème du GAFI, comme on l'appelle, c'est quoi le GAFI? Le groupe d'action financière, son problème, c'est qu'il n'a aucun pouvoir ni normatif, ni aucun pouvoir de sanction. Donc il faut en passer par, pour l'Union européenne, des directives européennes, etc. Donc, comme l'a dit d'ailleurs dans votre émission le président de Transparency International, effectivement, il y a un dispositif légal qui impose non seulement de connaître le client et de vérifier l'origine licite des fonds et leur destination. La difficulté, encore une fois, c'est cette capacité d'opacifier les flux financiers qui ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires réels et donc toutes les enquêtes en matière de blanchiment, de financement du terrorisme et à cet égard je tiens aussi à rappeler que le terrorisme se finance également avec les trafics de la criminalité organisée. Il y a une compénétration des deux sources de financement, eh bien, tant qu'on n'arrivera pas, encore une fois, à imposer la transparence des outils juridiques, c'est le point d'écart, selon vous. Mais c'est le nerf de cette guerre contre les organisations terroristes et criminelles. Et en particulier contre Daesh, on comprend bien, hein, là, en vous écoutant, que c'est très organisé, c'est un État financé, il y a des banques, des puits de pétrole, etc. Nous, on voit des combattants. Mais jusqu'où va l'organisation? Vous savez, quand on regarde l'image de Daesh, ce sont des combattants noirs en armes. Mais jusqu'où va l'organisation derrière de cette puissance financière? Jusqu'où ça va? Mais écoutez, si vous voulez, non, effectivement, ce qu'on voit, les images qu'on voit effectivement de djihadistes, c'est une chose. Derrière ces djihadistes, il y a effectivement une véritable organisation très structurée, hein, un peu comme Al-Qaïda, sauf que là, dans le cas de figure, on a une organisation qui contrôle un territoire et qui a accès à des moyens financiers considérables. Ça n'était jamais arrivé auparavant, encore une fois, et qui donc est capable non seulement d'abuser le système financier local. J'ai parlé des banques, de la même manière que ce système est abusé par Al-Qaïda dans le passé, il l'a été, le système économique également, donc il s'infiltre un peu partout, si vous voulez, là où il peut disposer de moyens. Et en même temps, on a eu des attentats en France où on avait, je crois que c'était à Mehdi Koulibaly, qui avait contracté un prêt à la consommation. Alors, vous voyez, la difficulté, c'est de rejoindre les deux, à la fois une organisation financière, et puis la nécessité d'aller chercher 6 000 €, je crois que c'était ça, un prêt à la consommation. Comment est-ce que vous expliquez que ça se passe comme ça? Alors, peut-être sous forme de boutade, le système financier, en tout cas suisse, international, est très attractif, y compris pour les terroristes, qui mettent leur argent chez leurs meilleurs ennemis, à savoir les Occidentaux. Donc il faut le voir aussi de ce point de vue-là. Ils ne sont pas allés mettre leur argent ni en Somalie, ni en Irak, ni en Syrie. Ça, c'est un phénomène peut-être qui nous permet aujourd'hui de discuter de cela et de se dire qu'on a encore un levier sur cette affaire-là. Mais supposer que demain, on ait véritablement tout mis en œuvre, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore de l'argent terroriste qui transiterait. Je note par ailleurs que l'argent des terroristes est une infime partie dans, par exemple, vous avez vu probablement la liste longue des dictateurs, de la corruption qui sont hébergés par ces types de banques et qui, pour moi, sont le générateur premier du terrorisme dans ces zones en particulier. Donc on est face à un système duquel les Occidentaux bénéficient globalement, où l'argent part de là et il est stocké là, et que finalement, ils s'offusquent du fait « Ah, mais pourquoi ça se passe encore ?» Donc on est dans un système qui se mord la queue. C'est très dangereux d'avoir ce double de langage. Ou alors les gens sont clairement contre ces organisations et ils font le nécessaire pour assécher les ressources, ou alors, eh bien, on laisse les États fonctionner de l'autre côté et on met des principes de l'autre côté, c'est-à-dire dans ces pays-là, pour qu'il y ait un véritable contrôle. Mais on ne peut pas être dans cette double attitude.
Est-ce qu'on peut surveiller les petits flux, les petites sommes? Est-ce que ça c'est possible? La traçabilité, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement? Oui, les directives. Je parlais de 6 000 €, c'est pour ça que je vous parle des petits flux financiers. Oui, absolument. Le GAFI, donc le groupe d'action financière, élabore des recommandations qui sont transposées pour l'Union européenne par les directives qui imposent de profiler chaque client. Si vous voulez, chaque client a un entretien avec son responsable. On doit savoir la profession qu'il exerce, les revenus qu'il a, et donc il rentre dans un profil. Et ce profil-là, les opérations qu'il passe, lorsqu'elles sortent, il y a des alertes. Le dispositif informatique permet d'identifier des alertes. Par exemple, quelqu'un qui n'a que comment ça s'appelle, les minimaux sociaux. Oui. Soudain, il y a une rentrée d'argent en espèces. Là, c'est identifié comme étant suspect. Voilà, comme étant suspect. Et donc, il y a une obligation au niveau de la cellule anti-blanchiment de vérifier la licéité de l'opération. Et s'il n'arrive pas à avoir la preuve que c'est une opération licite, alors il y a une obligation de déclaration à la cellule de renseignement financier qui s'appelle TRACFIN. Et là, il y a tout un dispositif d'enquête, d'approfondissement et éventuellement. Mais les profils, ils ne sont pas forcément suspects au départ. Les profils ne sont pas forcément... Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, c'est une alerte. Mais c'est sur une certaine durée qu'on met en place c'est une surveillance. Nous sommes normalement surveillés à partir des rémunérations qui sont les nôtres, de nos habitudes, etc. Et dès qu'une opération sort du profil, elle fait l'objet d'une alerte et elle est analysée par la cellule anti-blanchiment. Il faut voir aussi c'est que les terroristes sont extrêmement inventifs et on a vu une sophistication des moyens, sur le plan opérationnel, militaire bien sûr, sur le plan financier également. Regardons ce qui s'est passé avec Hamidi Coulibaly. En effet, il a pu bénéficier d'un prêt à la consommation en apportant en réalité la preuve de faux revenus, puisque ça a été maquillé. Donc ça veut dire qu'il y a une négligence de la part de cet établissement financier, ça veut dire qu'il y a un manque de contrôle de sa part, d'investigation. Ce qui est vrai à cette échelle-là l'est également au niveau macroéconomique, du macrofinancement du terrorisme, si vous voulez. Les banques, alors il y a l'appât du gain, effectivement, qui a joué, sans doute, dans le passé. Mais à force on a mis en place, si vous voulez, un corpus de règles tellement importantes aujourd'hui dans les banques qu'un petit changement minuscule dans une ligne peut permettre de passer au travers de ces contrôles. En sachant que ça ne peut pas être une opération ciblée sur une banque ou sur un pays, ce sont forcément des accords de transparence qui sont pris au niveau mondial, on est d'accord avec ça? Absolument. Ça peut être simplement une prise de conscience mondiale pour arriver à lutter contre cet argent sale. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça prend beaucoup de temps, évidemment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau national, imaginons un volontarisme politique en France ou même en Europe, est-ce que ça suffirait à tarir cette source d'argent sale ou en tout cas compliquer le quotidien de ces réseaux islamistes? Vous avez, pour prendre votre exemple, vous avez la France fait partie de l'Union européenne, la France fait partie de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Mais l'Union européenne, l'OCDE, ce n'est pas non plus le monde entier. Donc voilà. Mais il y a eu quand même là aussi des progrès qui ont été accomplis en matière de lutte contre l'opacité, même si on est très loin du compte. On ne peut pas laisser penser qu'il ne s'est rien passé dans ce domaine-là. Oui, mais il ne passe pas suffisamment de choses au niveau de la lutte contre l'opacité. Je veux dire, c'est quand même elle qui est à l'origine. J'ai l'impression de répéter la même chose depuis le début de cette émission. Mais, vous l'avez dit très clairement. Le point de départ, c'est la transparence. Mais c'est la transparence. À partir du moment où vous mettez de la régulation et qu'il est tout à fait possible de contourner cette régulation en utilisant des masques, vous voyez bien que le problème, il est fondamentalement c'est l'absence de contrôle, aussi, de capacité d'investigation. Vous parliez tout à l'heure du GAFI, qui manque de moyens de contrôle. La même chose. C'est pas qu'il manque, il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas mandaté pour l'avoir. Donc il faudrait, voilà, faire preuve de volonté politique en donnant un pouvoir réglementaire au GAFI. Oui. Alors, on avance si vous le voulez bien. Ce sont 28 pages qui vont peut-être changer la perception des événements du 11 septembre. Quelques sénateurs américains ont eu accès à un rapport classé secret défense par l'administration Bush au lendemain des attentats de 2001. On y apprend, entre autres, que 2 des pirates de l'air étaient financés et hébergés par un habitué de l'ambassade d'Arabie Saoudite, François-Xavier Rigaud.
28 pages, cachées dans le sous-sol du Capitole, agitent les États-Unis. 28 pages classées secret défense. 28 pages qui prouveraient l'implication de l'Arabie Saoudite dans les attaques du 11 septembre. Quelques rares sénateurs ont eu l'occasion de lire ces 28 pages classées secret défense en 2001 par George W. Bush, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. Les 28 pages relatent qui a financé le 11 septembre. Elles pointent très sérieusement du doigt l'implication de l'Arabie Saoudite dans le financement de ces attaques. Les Américains ont le droit de savoir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. 15 des 19 kamikazes du 11 septembre étaient d'origine saoudienne. Ces 28 pages, intitulées « Découvertes, discussions et récits » concernant certains problèmes sensibles de sécurité nationale, prouveraient que 2 d'entre eux auraient reçu sur le sol américain un soutien financier et logistique d'Omar al-Bayoumi, soupçonné par le FBI d'être un agent secret du régime wahhabite. J'ai été choqué en lisant ce document. Je devais m'arrêter presque à chaque page pour absorber ces informations qui apportent un nouveau regard sur des événements qui ont eu lieu il y a 13 ans. Vous devez complètement changer votre façon de penser et tous les Américains devront passer par là. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Suite aux attaques du 11 septembre, les États-Unis bombardent l'Afghanistan et envahissent l'Irak en 2003. Je pense vraiment qu'après avoir lu ces 28 pages, celles-ci peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions à l'avenir, et pas seulement à regarder dans le passé. Grâce à elles, nous pourrons avoir des actions plus efficaces dans le futur. La déclassification secret défense de ces 28 pages intéresse aussi les familles des victimes du 11 septembre, qui demandent réparation. Si ces pages sont rendues publiques, ceux qui ont financé les attaques du 11 septembre devront rendre des comptes. En 2011, après la mort d'Oussama Ben Laden, Barack Obama aurait promis aux proches des victimes de lever le secret défense de ces 28 pages. Il m'a dit, « Bill, je vous promets que je vais déclassifier ces 28 pages. » Mais il n'a pas tenu sa promesse. La thèse de l'implication de l'Arabie Saoudite est confirmée par le Français Zacharias Moussaoui, condamné à la prison à vie aux États-Unis pour sa participation au 11 septembre. Il vient de déclarer sous serment que d'éminents princes saoudiens auraient financé et participé à la préparation des attentats. Suite à ces révélations, outre-Atlantique, la presse déplore la présence de Barack Obama en Arabie Saoudite pour la mort du roi, alors qu'aucun officiel américain n'avait pris part à la marche du 11 janvier dernier à Paris, suite aux attaques terroristes. So what are you afraid of, Bush? Why don't you and Obama get together and release the documents? After all, you're either with us or you're with the terrorists. 2 sénateurs, un républicain et un démocrate viennent de déposer une résolution au Congrès appelant à la déclassification de ces 28 pages. Et cette question qui se pose tout naturellement après le reportage qu'on vient de voir, quelles conséquences pour nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar si les faits sont avérés? Alors, il faut peut-être commencer par démystifier l'Arabie Saoudite et remettre dans le contexte de ces événements. L'Arabie Saoudite, comme tout État, vous avez des acteurs qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire des acteurs qui utilisent d'autres acteurs contre le gouvernement ou pour le gouvernement. Vous avez des services de renseignement qui peuvent, et celui qui était au service de renseignement, il était pendant 30 ou 40 ans,
qui instrumentalise ou non un certain nombre de terroristes ou d'activistes pour ou contre la cause saoudienne. Et puis vous avez l'État lui-même qui est fondé sur une idéologie très dure, rigoriste, et qui est concurrencé sur sa périphérie par des encore plus rigoristes que lui, par encore plus durs que lui. C'est dans ce contexte-là que se situe ce jeu, ces manipulations, ce financement d'un certain nombre d'individus contre d'autres, cette utilisation, cette instrumentalisation du djihadiste, à la fois tout au long des années 90, mais bien avant, et que Ben Laden apparaît comme une carte parmi d'autres, aux mains des services de renseignement saoudiens au début, puis ensuite aux mains d'un certain nombre d'acteurs qui sont pour ou contre la monarchie saoudienne, pour son utilisation. Vous tenez à cette notion, depuis le début de l'émission, démontrer que ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'Arabie saoudite qui a financé le terrorisme, mais ce sont des individus qui, en marge du pouvoir... C'est ça. Vous êtes d'accord avec cette lecture, Jean-Charles Brizard? C'est un peu plus compliqué que cela, parce que si vous voulez, l'Arabie saoudite, au final, on se rend compte qu'elle a joué avec le feu. Comme d'autres États par la suite, d'autres États du Golfe. C'est-à-dire quoi? Ils ont acheté leur protection, au détriment d'en réalité, ils ont acheté leur protection, en contrepartie, ils ont accepté que des organisations telles qu'Al-Qaïda, qui était à l'époque au Soudan puis en Afghanistan, puissent prospérer et puissent éventuellement bénéficier d'ailleurs de financements provenant d'Arabie saoudite. Quand on dit c'est pas l'État, je veux bien qu'on le dise, mais si vous voulez, quand on regarde la chaîne en or par exemple, c'est 20 financiers présumés saoudiens qui pèsent quoi? Qui pèsent 40% du produit intérieur brut saoudien. Quand on parle des ONG qui ont financé Al-Qaïda, qui ont financé des camps d'entraînement, on en a la preuve aujourd'hui, des camps d'entraînement terroristes en Afghanistan. On ne parle pas des ONG du coin de la rue, on parle des ONG les plus importantes à l'époque. Ce que vous voulez dire, c'est institutionnalisé et institutionnel. Il y a un financement privé évidemment, mais il y a aussi un financement institutionnel. Quand des princes publiquement indiquent qu'il faut verser de l'argent à des ONG très importantes qui elles-mêmes reversent de l'argent à Al-Qaïda, c'est effectivement, pour moi, ça va un peu plus loin que simplement fermer les yeux. Vous voyez ? Et puis par ailleurs, les 28 pages, parlons-en. Les 28 pages, effectivement, qui datent de 2002, du premier rapport des commissions réunies du renseignement du Congrès américain. Porte sur quoi? Porte sur ce qui manque encore aujourd'hui dans le rapport sur le 11 septembre, le financement de ces opérations, la manière dont des agents gouvernementaux saoudiens ont pu interagir avec des pilotes de l'air, la manière dont des ONG, saoudiennes ont pu financer ce groupe terroriste préalablement aux attaques du 11 septembre. C'est très important. Encore une fois, l'histoire n'est pas écrite et rien ne dit qu'il n'y aura pas des conséquences à tout ça à terme. On ajoute les propos de Zacharias Moussaoui, même si c'est Zacharias Moussaoui, ça a du poids ou non, pas vraiment, il a aussi chargé les Saoudiens en disant sans eux, sans l'Arabie Saoudite, rien n'aurait été possible. Mais on n'avait pas besoin de Zacharias Moussaoui pour le savoir. Si vous voulez, les procédures des familles de victimes, les procédures pénales engagées aux États-Unis, etc., ont permis de démontrer qu'en effet un certain nombre de princes, un certain nombre de responsables saoudiens s'étaient engagés dans une relation anormale avec un certain nombre de membres d'Al-Qaïda, ont permis de savoir que des diplomates avaient éventuellement versé de l'argent ou soutenu financièrement des kamikazes du 11 septembre. Tout ça, on n'a pas besoin de responsabilité. Un mot quand même sur le Qatar, puisque ce téléspectateur ou cette téléspectatrice s'interroge aussi sur le Qatar. C'est dans le débat politique en ce moment, les liens entre les terroristes et le Qatar. On parle de soupçons. On a entendu le ministre des Affaires étrangères dire nous n'avons pas de preuves. Qu'est-ce qu'on sait sur le Qatar? Oui, on parle effectivement essentiellement de soupçons. Des enquêtes sont en cours, gouvernementales, autres. On parle essentiellement de soupçons s'agissant du Qatar. Financement d'ONG aussi, par le biais d'ONG. Le Qatar finance effectivement beaucoup d'ONG qui elles-mêmes peuvent être amenées à être en contact avec des organisations terroristes sur le terrain, sur les zones d'opérations terroristes. Quel groupement terroriste d'ailleurs? On parle de Boko Haram? Non, pas du tout. Al-Qaïda uniquement? On parle essentiellement, pour ce que j'en sais, Al-Qaïda, en effet, d'autres groupes en Afrique, en effet, mais si vous voulez, il n'y a pas de preuve, pour l'instant, de l'implication en tant que telle du gouvernement de qatari dans ce financement. Deux précisions. La première, c'est que les attentats du 11 septembre n'ont pas coûté beaucoup. C'est-à-dire quand on parle du financement de terrorisme, s'il s'agit de cela, on parle. Elle est curieuse cette phrase. Non, c'est très Elle est curieuse cette phrase. C'est très important. Ils n'ont pas beaucoup. À organiser, vous voulez dire. Ils n'ont pas coûté beaucoup à organiser. Tout à fait. On sait que Ben Laden n'a pas eu besoin
d'avoir 40 millions ou 20 millions pour les faire. Ça, c'est très important. Peu importe le non, parce prix. on est en train de parler du 11 septembre. J'essaie juste de remettre les choses j'entends ce que vous voulez pour qu'on n'imagine pas que là, Ben Laden est allé chercher des milliards pour organiser le 11 septembre. Tout cela, on le sait. Il y aurait même eu 15 €, pardon, ça aurait suffi. Bon, on est tout à fait d'accord. Deuxièmement, j'aimerais insister sur la complexité des sociétés dont nous parlons. Que c'est très facile de notre point de vue où l'État-nation est institué, où on a des institutions et non pas des individus, où certains individus pèsent plus lourd que l'État dans ces pays-là, à titre privé, et que je crois qu'il faut faire attention à ne pas jeter en pâture ces États. Parfois, on en débat entre nous. On a encore. On n'a vraiment aucune preuve. Alors je veux bien qu'on ait des soupçons sur un tel ou tel, mais qu'on les traduise en justice, tout simplement. C'est ridicule cette affaire. Si des gens ont des soupçons très précis étayés, qu'ils soient traduits en justice. Justement, est-ce que ce document-là ne peut pas être utile dans ce débat? Pourquoi ne pas? Est-ce que vous pensez que ce débat sera déclassifié et qu'est-ce que ça changerait? Alors, de ce document-là, d'abord, on parle vraiment de documents. Il y a eu des rapports et des études très importantes. Donc, il faudrait imaginer quel est ce rapport. Est-ce qu'il a été fait par des financiers? Est-ce qu'il a été fait par des organismes sérieux qui ont eu véritablement les compétences pour tracer l'argent, pour regarder tout cela de près? Pour l'instant. En tout cas, il est suffisamment important pour rester classé secret défense et voilà. Pour l'instant, c'est une opération médiatique. Personne n'a encore, ce rapport n'est pas déclassifié. On est sur des jeux politiciens américains. Je ne voudrais pas que les relations entre États pâtissent de rumeurs ou de soupçons. Est-ce que vous imaginez qu'à un moment donné, l'administration Bush a voulu protéger les Saoudiens? Oui. C'est tout à fait possible qu'il y ait... possible. Quand on dit ça, personne n'a vu ce rapport, si, les sénateurs qui ont rédigé ce rapport l'ont vu. Les sénateurs membres de la commission du renseignement ont vu ce rapport, c'est même eux qui l'ont rédigé, si vous voulez. Mais le problème, c'est les informations que contient ce rapport, effectivement, ont été classifiées et donc n'ont pas pu être exploitées par personne. En effet, on parle de pourquoi il n'y a pas eu de procédure, tout simplement parce que les informations n'ont pas pu être exploitées à l'époque. Et Francis Perrin, parce que les rapports entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, en ce qui concerne notamment la manne pétrolière, est un vrai sujet compliqué à gérer. Un sujet tout à fait capital, comme on le sait depuis 1945, il y a cette fameuse alliance pétrole contre sécurité entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'engageant à assurer la sécurité du royaume saoudien contre des menaces externes ou internes, et l'Arabie Saoudite s'engageant à assurer un approvisionnement sûr et garanti en pétrole. Cette alliance très ancienne, qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est une alliance qui est encore bien vivante aujourd'hui, et il y a donc des éléments pétroliers et donc stratégiques tout à fait essentiels dans cette relation américano-saoudienne. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments difficiles, de pression, notamment effectivement après le 11 septembre. Cela dit, il y a ensuite à certains niveaux des arbitrages et cet aspect pétrolier stratégique est essentiel.